Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Les agriculteurs devaient exercer des moyens de pression pour faire bouger le gouvernement et principalement le ministre de l'Agriculture. Alors, aujourd'hui, où en sont rendues les négociations au moment de l'enregistrement de cette émission qui, soit dit en passant, est enregistrée le 7 février en après-midi. Et elle est en ondes le 15 février. Donc, il y a des développements qui se sont passés. Il y en aura probablement d'autres aussi. Et on sait que pour l'instant, il y a eu un développement majeur de la part du gouvernement Couillard. Alors, pour en savoir plus, je reçois le président de l'UPA, Abitibi-Témiscamingue, M. Sylvain Vachon. M. Sylvain, bonsoir. Salut à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Vachon. C'est très important et d'ailleurs, vous ne refusez jamais de vous présenter à mon émission. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Bien, c'est réciproque aussi, M. Vachon. Mais on va partir du début, OK? Parce que c'est certain que, et je ne dis pas ça, et je ne vise personne non plus, mais il y a des gens qui sont encore ou ne sont pas au courant du litige ou n'étaient pas au courant du litige entre les agriculteurs et le gouvernement. Puis, la seule chose qui, ces personnes-là, et personne ne leur en veut, mais la chose que ces personnes-là retenaient, les agriculteurs veulent arrêter que les motoneigistes passent dans leur sentier au bout de leur terre. L'association touristique crie au meurtre. Le tourisme, ce sont des retombées énormes chez nous, parce qu'on va parler de chez nous. Là, tout le monde vous en voulait, ou à peu près. On va partir du début. Le litige, on parle d'une taxe. Je vous laisse aller un peu, puis expliquer là, le début et ce litige-là, M. Vachon, s'il vous plaît. Bien, je vais commencer par dire que, ils peuvent en vouloir aux agriculteurs, mais moi, je vais vous dire que nous, on ne leur en veut pas de trouver ça triste, qu'on en soit rendu là. Parce qu'on partageait leur avis à ce niveau-là. Nous, là, on trouve ça triste comme agriculteurs qui ont, au fil des ans, toujours contribué à bâtir cette activité économique très lucrative pour l'Abitibi-Témiscamingue, qui est l'activité de motoneige, le tourisme, etc. C'est grâce à la générosité des agriculteurs si on a pu en arriver là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne les en veux pas. Oui, parce que je partage leur avis. C'est ça. Puis qui j'en veux, mais si vous me permettez, à qui j'en veux, c'est au ministre de l'Agriculture, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui pendant toute une année a fait fi de tous les arguments qu'on a avancés au fil de cette année-là pour faire la preuve hors de tout doute que sa réforme, la réforme qu'il faisait par rapport au remboursement de taxes pour le foncier agricole, créait un choc tarifaire des agriculteurs. Ça a commencé au mois de mars l'an passé. Okay. Au mois de mars l'an passé, lors du dépôt du budget, le gouvernement annonçait un changement au programme de remboursement de taxes à coût nul pour les agriculteurs. C'est eux qui disaient ça. Nous, quelques semaines, quelques mois après, on a eu accès aux données, aux paramètres du nouveau programme pour le remboursement de taxes des agriculteurs. Et on a appliqué ça, des vrais comptes de taxes d'agriculteurs un peu partout au Québec. Et on en arrive à la conclusion. Et écoute, c'est pas 1% des agriculteurs, puis c'est pas un montant de 113 $, c'est 80% des agriculteurs qui sont touchés, et c'est une moyenne de 1 300 $. Parce qu'on parle d'une hausse de 30 à 40 30 à 40 % en Abitibi-Témiscamingue, c'était 46 % d'augmentation. On avait évalué, nous, il y avait un chiffre, là, il y avait un producteur en région, là, ça allait jusqu'à 1400, et il me confirmait hier, le 6, il me confirmait que ce n'était pas 1400. En vérité, c'était 1600 d'augmentation que lui avait par rapport à ces changements administratifs-là que le ministre à l'époque affirmait neutre. Fait que pendant toute cette année-là, on a fait des démonstrations, on a rencontré les ministères concernés, on a fourni des chiffres. Il y a eu une journée de l'opposition au mois de septembre, je crois, l'an passé, où ce qui posait des questions au ministre de l'Agriculture par rapport à ce sujet-là. Et le ministre de l'Agriculture, avec son arrogance habituelle,
Puis là, je parle de Pierre Paradis. Oui, exactement. Sort un boulier là, en bois, là, tu sais, les petits bouliers Oui. pour les faire compter les enfants. Là, et il affirme que les agriculteurs ne savent pas compter. Vous comprenez que pour des gens qui gèrent des entreprises comme les nôtres, c'est un peu insultant. Et là, il en rajoute. On fait des démonstrations. Grant Thornton, le firme de comptable, affirme que l'UPA a des bons chiffres et il persiste et signe. Moi, là, je vais vous... Juste parce qu'on est Ouais, dans ouais. le vif là, du Ah, sujet. ça- Là, tu sais, là. vous voyez que ça me sûrement. pompe un peu. Là. Mais qu'est-ce qui faisait? Parce que moi, je l'ai suivi pour cette affaire-là. Bon, vous savez comment c'est que je me tiens au courant de tous ces dossiers-là. Puis j'ai tout suivi. Puis l'entêtement, puis je ne veux pas faire de politique, là, mais l'entêtement du ministre du temps qui disait qu'il y avait à peu près pas, qu'il y avait 1% des fermes agricoles qui seraient touchées, puis quand tout le monde autour de lui, puis des firmes de comptables disaient non, c'est de 30 à 40, 45% d'augmentation. Il y a des personnes qui viennent à la télé avec leur compte qui ont augmenté de 1300, 1600, 1800 pièces. Mais c'est quoi est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas avouer qu'il s'était trompé? Regardez, la réponse appartient à Pierre Paradis, mais le constat de tout ça, c'est que l'entêtement, l'arrogance du ministre, probablement les mensonges qu'il comptait à ses propres collègues, parce qu'au bout de la ligne, bon, c'est le hasard qui a fait en sorte que Pierre Paradis a été relevé, c'est pas le hasard, mais il y a d'autres circonstances qui ont fait que Pierre Paradis s'est retiré de ses fonctions. Il n'est plus là. Ça a pris 2 semaines. Laurent Lessard a pris le dossier, a analysé la situation, et ça lui a pris 2 semaines pour comprendre que ça n'avait pas d'allure. Et en bon politicien, en bon personne responsable, a dit, ça n'a pas d'allure, cette réforme-là, on l'annule. Parce que c'était... Et là, il s'est rangé, il a ramené le gouvernement à la raison parce qu'ils ont eu l'analyse factuelle des données. Et là, quand on dit le monde touristique était un peu en colère, bien, on partage leur colère. Et là, on sait maintenant qui est le responsable de cette situation-là. Il y a un homme au Québec qui est responsable de cette situation-là. C'est l'arrogance et c'est l'entêtement de l'ex-ministre Pierre Paradis. Parce que c'était une de mes questions qui s'en venait, M. Vachon, pour vous, c'est que tout ça est traîné en longueur, qu'on se disait des vérités qui n'étaient pas des vérités, ou appelez ça comme vous voulez. On a traîné ça en longueur. M. Paradis est parti. M. Lessard arrive. Puis, au bout, comme vous l'avez si bien dit, au bout de 2 semaines, la loi est retirée, puis on enterre ça. Puis là, j'avais une question aussi. Est-ce que c'était quelque chose qui était à long terme ou à court terme? Puis lui, il a dit que c'était non, on enterre ça, puis on n'en parle plus. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, M. Lessard a vu des choses que M. Paradis n'a pas vues, ou M. Lessard est moins arrogant. Je ne sais pas, mais ça s'est terminé tellement vite qu'on peut se poser des questions. Fait que là, la question qu'on doit se poser comme gens d'Abitibi-Ouest ou comme gens d'Abitibi-Témiscamingue, qui est responsable de la menace du blocus? Quand on a des données factuelles, qu'on le sait qu'on a raison, qu'on le sait les conséquences que ça va créer pour les gens qu'on représente, et que en plus, on se fait traiter de personnes qui ne savent pas compter, qu'on se fait traiter de millionnaires qui vont passer les fêtes quand même. Comment voulez-vous, humainement, qu'on n'en arrive pas là? Et c'est à contrecarrer, je l'ai dit, puis je l'ai martelé le message, parce que c'est la vérité. On en était rendu à ce point-là, et c'est à contre-cœur que le ministre Paradis nous forçait à poser ce geste-là. Qu'est-ce qu'on doit se dire en région? Les gens du monde touristique, les gens du monde agricole, les plaisanciers en général. Ce qu'on se doit se dire, c'est qu'une chance qu'on a eu un ministre qui a vu la réalité telle qu'elle était et qui a posé les gestes courageux pour empêcher de faire payer à des régions complètes l'arrogance d'un individu. Mais au point de vue, pour l'agriculteur, les moyens de pression, vous n'en avez pas en quantité industrielle, là. Fait que vous en aviez un moyen de pression qui était de bloquer l'accès aux motoneiges qui passaient sur vos terres. L'association touristique a monté aux barricades. Puis il faut les comprendre aussi.
Puis vous l'avez bien expliqué également, parce que c'est 3,3 milliards au Québec que l'industrie touristique, c'est-à-dire que l'industrie de la motoneige apporte. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, c'est énorme également. Puis, mais vous n'aviez pas d'autres moyens de pression que ça. Je recevais la semaine passée M. le ministre Blanchette, qui, lui, était vraiment dans tous ces états que vous ne deviez pas barrer les sentiers de motoneige, etc. Mais vous n'aviez pas d'autres moyens de pression? Probablement que le ministre Blanchette, et là, je vais me lancer dans l'interprétation, mais probablement que le ministre Blanchette était comme ses collègues, avait été mal informé par le ministre de l'Agriculture antérieur et que, comme ses autres collègues, quand ils ont pris connaissance des faits relatés par le nouveau ministre, bien, ils se sont rangés à la raison eux aussi. Probablement que c'est ça. Mais là, gars, ce sera à lui à répondre. Moi, ce que je peux dire par rapport à tout ça, c'est que dans la vie, il y a toujours des moyens de se faire entendre, et nous, on le fait. Là. Et là, je voulais l'expliquer. Pendant un an, là, on a fait tout ce qu'il y avait à faire là, pour démontrer, preuve à l'appui, avec des données factuelles, que la réforme était nocive pour les agriculteurs et qu'on ne réglait pas la problématique de la taxation foncière. Et la FQM nous appuyait dans cette démarche-là. Et là, quand tu arrives au bout, et que tu as essayé de toutes les manières d'expliquer, c'est quoi qui reste? Bien, comme des travailleurs, eux autres, maintenant, ils négocient avec l'employeur. Maintenant, il arrive un point là, que c'est la grève. Les juristes de l'État font la grève présentement. Ça coûte de quoi, ça, l'État? Parce qu'il y a plein de projets de loi qui n'avancent pas, etc. C'est normal. C'est un moyen de pression. Ça crée de la pression et ça dérange. Et le travailleur qui va, les usines qui vont prendre, les travailleurs qui vont prendre des votes de grève et que l'usine va être arrêtée 6 mois, il y a des conséquences sur les commerces locaux. C'est sûr. C'est normal. Un moyen de pression, c'est l'ultime moyen de se faire entendre. Et les agriculteurs, ils ne peuvent pas faire la grève. Je ne peux pas dire, moi, je ne soigne plus mes vaches ce matin. Voilà exactement ce à quoi je veux en venir. Vous aviez un moyen de pression qui était le blocage des sentiers de motoneige. Mais si ça avait été au mois de juillet, quel aurait pu être un autre moyen de pression qui n'aurait pas été l'hiver? Bon, écoutez, moi, parce que je me suis fait poser la question. Là, quand on a donné ce moyen de pression-là, on ne ciblait pas l'industrie de la motoneige en particulier. OK. Les agriculteurs, de diverses manières, contribuent à l'activité touristique en Abitibi-Témiscamingue, que ce soit par la motoneige, par les sentiers de quad, les chasseurs, les pêcheurs, la randonnée pédestre. Il y a plein d'exemples que les agriculteurs, de manière tout à fait généreuse, sans contrepartie, disent « Regardez, passer sur nos terres, ça nous fait plaisir de contribuer à un secteur d'activité économique. » Et ça, on l'a toujours fait. Et ça nous fait plaisir de le faire. Mais parfois, il faut se faire entendre, et c'est à contre-cœur qu'on pose ces gestes-là. Mais le vrai responsable, on le répète, c'est le ministre de l'Agriculture antérieur qui est à Pierre Paradis. Si on regardait très vitement quand même, le règlement en question. Ouais. OK? Le règlement. Québec abandonne la réforme des taxes foncières agricoles ou Québec reporte la réforme. Mais un peu plus loin, on lisait que pour le nouveau ministre, Laurent Lessard, c'est qu'il ne reporte pas la réforme, il l'enterre. Complètement. Laurent Lessard, comme je l'ai dit, ça a pris 2 semaines à cet homme-là à analyser la situation, à avoir des échanges avec l'Union des producteurs agricoles. Parce que là, ça, la chose qu'on ne parle pas, c'est que l'ancien ministre, il n'y avait aucune discussion, il n'y avait pas de retour d'appel. C'est quelque chose, ça, là. Tu sais, les représentants d'un secteur d'activité qui est l'agroalimentaire, là, le plus gros secteur d'activité au Québec, le ministre responsable de ce secteur-là ne retourne pas les appels des représentants de ces gens-là. C'est quelque chose. Ça, c'était du jamais vu en passant. Okay. Et là, en 2 semaines, on se parle, on s'explique, on regarde des faits factuels, et là, on dit, gars, ça n'a pas d'allure. Fait que le ministre Lessard a pris la décision qu'il avait à prendre d'annuler une réforme qui n'avait pas de bon sens. Et là, sur le fond, la problématique de la taxation là, et de l'inflation sur le prix des terres, etc., il n'y a rien de réglé à ce niveau-là. Et nous, on dit, là, il y a un programme, qui est le programme de remboursement de taxes, qui augmente à chaque année, et ça n'a pas d'allure. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a dit, suspendons et mettons une trappe de travail pour trouver des solutions. Là, on a fait encore mieux.
On a annulé une réforme qui n'avait pas d'allure. Fait que là, on a Puis, plus vous revenez à l'ancien programme. Mais là, on n'a pas réglé le problème de fond qui est la taxation. Et là, on a des exemples ailleurs, en Ontario, aux États-Unis, que les programmes sont différents. On va taxer le foncier agricole parce qu'il faut faire la nuance. Le producteur agricole, comme tous les citoyens, paye les taxes sur sa maison, comme tout le monde. Oui. Moi, je paye mes taxes sur ma maison, puis ça me fait plaisir de le faire. Mais sur le foncier agricole, c'est comme dans l'usine, une usine à la serre qui va faire du machinisme. Il va avoir la bâtisse qui va être taxée. L'équipement dedans qui vaut des millions n'est pas taxé. Hein? Fait que nous autres, ça, c'est des outils pour faire la production. Nous, nos outils pour faire la production, c'est quoi? C'est le champ. Et sur le même principe, on dit qu'on ne devrait pas être taxé ou du moins être taxé à un niveau agronomique et non pas sur une valeur marchande, ce qui crée justement cette inflation-là sur le compte de taxes des agriculteurs, c'est ce qui crée par rapport à une pression indue sur le programme qui rembourse à 70 % ces fameuses taxes-là. Et on dit comment faire pour avoir un équilibre entre le fardeau fiscal de l'agriculteur, le revenu nécessaire pour le monde municipal et l'argent que le gouvernement devrait injecter dans tout ça. Et ça, là, nous, on veut s'assurer, la FQM est prête à le faire, l'UPA est prête à le faire. Bien là, j'espère que dans la prochaine année, où on aura une table de travail constructive pour trouver des solutions d'avenir qui vont permettre aux agriculteurs de payer leur juste part, aux municipalités d'avoir un revenu décent, plus équilibré partout au Québec, et avoir un gouvernement qui cesse de voir l'inflation sur un programme qui, à chaque année, augmente d'un bon pourcentage. Alors, ce qui veut dire que les remboursements de taxes vont se faire aux municipalités sur la base du programme des années subséquentes. C'est ça, en fin de compte. Il y avait déjà des comptes de taxes qui étaient rentrés chez les fermes avec les nouveaux paramètres. Et le MAPAC va renvoyer, non, il va avoir un crédit, une information du MAPAC qui va venir pour envoyer une note de crédit aux agriculteurs. On veut régler ça. Le MAPAC, ce qu'il souhaite, c'est régler ça de la manière la plus simple possible, là, administrativement parlant. C'est donc dire que cette taxe-là de l'ex-ministre Paradis, tout ça est mis au rencard, mais il y a des choses à négocier encore, et vous semblez me dire, avec raison, que le ministre Lessard semble prêt à s'asseoir avec l'UPA, etc., pour négocier, pour arriver à des ententes sur peut-être des nouveaux programmes qui seraient moins coûteux pour les agriculteurs? Le ministre Lessard a dit, là, c'est pas moi qui le dis, je vais le citer, OK, qu'on va travailler sur les enjeux les plus importants. Et là, il parlait de l'investissement en agriculture et un paquet d'autres choses hyper importantes et qu'il souhaitait le faire avec le monde agricole. Ça, moi, j'appelle ça une maudite bonne nouvelle. On va avoir un ministre avec qui on va pouvoir s'asseoir et travailler de manière constructive au lieu d'en être en crescendo, puis d'amener à des situations déplorables comme on a vécu là, dans les dernières semaines. Et ça, c'est positif. Et moi, là, je vous le dis, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'attitude de Laurent Lessard à ce niveau-là. Il veut travailler pour faire avancer les choses. Et moi, ce que je fais, là, je fais un appel aux gens en région de dire, regardez, là, moi, Sylvain Vachon, président de l'Union des producteurs agricoles en Abitibi-Témiscamingue, je souhaite faire la même chose avec nos représentants régionaux. Okay. Là, je peux nommer François Gendron, Guy Bourgeois et Luc Blanchette, le ministre responsable de la région. C'est donc dire que les motoneigistes, l'association touristique a vraiment lâché un soupir de soulagement parce que c'est sûr que ça aurait été néfaste. Il faut le dire, ça aurait été néfaste pour le tourisme. Quand on parle de tourisme, bien, tout ce que c'est qui entoure des restaurants, hôtels, etc., ça aurait été vraiment néfaste. C'est donc dire que tout ça se termine dans la joie, si on peut appeler ça, se termine à la satisfaction des deux parties, mais vous avez encore de l'ouvrage à faire avec le gouvernement et vice-versa. Monsieur Vachon, peut-être une question. Durant ces négociations-là, et on ne jette la pierre à personne, mais durant ces négociations-là, est-ce que vous, personnellement, président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue, vous avez eu à rencontrer M. Paradis? Non, moi, personnellement, je n'ai pas rencontré. J'ai rencontré une fois Pierre Paradis par accident dans les corridors de l'Assemblée nationale à Québec.
J'ai jamais eu de rencontre Mais personnelle. il était avec ministre de l'Agriculture à ce moment-là? Oui, OK. mais OK. même le président de l'Union avait de la difficulté à avoir des retours d'appel de Pierre Paradis. Donc, M. Lessard semble très ouvert à d'autres négociations également versus l'UPA. Puis, je pense que c'est pour le bien d'un peu tout le monde. Moi, je pense qu'on est vraiment sur des aspects plus intéressants de la société. On va avoir des gens avec qui travailler. C'était pas une question de gouvernement, là. On voit bien que c'était une question d'individus. Et moi, je vois très positivement l'avenir à ce niveau-là, de dire comment on va faire pour travailler ensemble de manière positive à faire avancer les enjeux pour le Québec, pour les agriculteurs, pour l'économie des régions. Et en passant, l'industrie touristique a un soupir de soulagement. Je peux vous dire que les agriculteurs aussi ont donné un bon soupir de soulagement parce que ce n'est pas des situations qu'on souhaite. On a toujours été très généreux dans notre approche régionale. Nous sommes des gens ancrés sur notre territoire qui aimons notre territoire et c'est pour ça qu'on a contribué à développer, entre autres, l'industrie de la motoneige en laissant passer gratuitement les gens chez nous. Voilà. Puis ça, même si ça causait des dommages à nos cultures. Ça, personne ne le dit, là, mais c'est la vérité. Et vous êtes placé pour le savoir parce sais. que, avec la ferme que vous avez, puis aussi avec le poste que vous avez comme président de l'UPA, ce sont des petits sons de cloche, des petites lumières qui s'allument à ce moment-là. Monsieur Vachon, il y a une chose que j'ai, en fouillant dans des notes, que j'ai été vraiment surpris. Je l'ai lu 2 fois et je vous pose la question. Augmentation importante du fardeau fiscal des producteurs agricoles ces dernières années en raison notamment de la hausse de la valeur des terres. On parle de 800 % en 20 ans. Je n'ai pas mis un zéro de trop, là. On parle de 800 %. Oh, moi, je peux vous dire que j'ai déjà acheté des terres pour une fraction du prix que je les paye dans les dernières années. Fait que oui, il y a eu une augmentation marquée de la valeur des terres et c'est ce qui crée la pression sur le programme existant. On tentait à tort de répondre à cette problématique-là en disant on va avoir coût nul pour les agriculteurs, ce qui était dans les faits une fausseté, on l'a vu par la suite. Et c'est pour ça qu'on dit OK, on a évité le pire, on a évité le choc tarifaire pour les agriculteurs, mais sur le fond, le dossier de la taxation municipale en agriculture est un dossier qui n'est pas complètement réglé, mais là, on a de bonnes indications que le gouvernement veut travailler positivement à régler un réel problème, pas au détriment des municipalités, pas au détriment du gouvernement, pas au détriment des agriculteurs, mais en concertation pour avoir une solution constructive. Un consensus, puis dire, bon, bien, solution constructive. Toi, tu y trouves ton point de vue, l'autre y trouve son point de vue, puis l'autre y trouve aussi. Fait que, arrangé comme ça, on peut s'entendre. Y a-t-il d'autres manières de se comporter? Voilà. Gros dossier qui est, on peut dire, qui est terminé, qui se termine bien. Puis il y aura d'autres négociations aussi, j'en suis persuadé, parce que ça, il y en a tout le temps. Mais il se manque avec un ministre qui semble ouvert à la négociation. Espérons que ce sera plus facile pour le monde agricole. J'espère. Ah, puis moi, je suis convaincu qu'avec Laurent Lessard, ça va bien aller et j'invite nos représentants régionaux à s'inspirer de la manière d'agir de Laurent Lessard pour faire avancer des dossiers très spécifiques à l'Abitibi-Témiscamingue. Développement et la valorisation de l'agriculture nordique. Vous avez dit lors de la 48e Assemblée générale de la Fédération régionale de l'UPA que l'agriculture régresse dans notre région et que c'est tout le contraire en Ontario. De 2009 à 2015, la région a vu un recul de 21 % de ses fermes. Quelle en est la principale raison de ce recul? Bon. D'un, j'ai dit ça, mais je l'ai dit parce que je reprenais des données de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Des données factuelles d'organismes indépendants qui disent qu'en Abitibi-Témiscamingue, régression du nombre de fermes, régression du revenu net des entreprises de 30 %, 1 $ sur 3 de moins pour net pour les agriculteurs, une baisse de l'investissement à long terme, l'immobilisation de 32 %. C'est majeur. Ça veut dire que dans 5 ans, là, ça nuit à la compétitivité du secteur et une baisse du soutien de l'État de 73 %. Bon, quelle est la cause de tout ça? Bien, la réponse, on l'a dans la dernière affirmation de l'Observatoire,
qui est 73 du soutien de l'État. Et qu'est-ce qui se passe en Ontario? Moi, là, quand j'ai commencé comme agriculteur, j'aimais faire la différence entre l'Abitibi-Ouest et le district de Cochrane. Okay. Qui est juste voisin du nôtre. Ben, c'est même climat, ça, oui. Même type de sol et une agriculture pratiquement inexistante dans le district de Cochrane. Et en Abitibi-Ouest, dans les débuts des années 2000, c'était l'effervescence totale. On se battait pour louer une terre. Ça ne fait pas 150 ans de ça, là. Hein, ça fait 17 ans de ça. Okay. Et là, aujourd'hui, on a eu des changements dans les paramètres d'application de programmes de l'État québécois. Et ce que ça a donné, c'est les données de l'Observatoire, c'est qu'il y a une régression importante. D'ailleurs, j'avais averti en 2009 sur les ondes de Radio X en région que si on jouait dans les paramètres de l'ASRA, il y aurait un effet domino. On m'avait traité d'alarmiste à l'époque. Ils ont joué dans les paramètres de l'ASRA et aujourd'hui, on a à moitié moins de vaches à bœuf en Abitibi-Témiscamingue. Promenez-vous dans les rangs de l'Abitibi-Ouest, c'est désolant de voir les terres qui ne sont plus cultivées. Ouais, ça, là, c'est des faits. Et c'est quoi qui s'est passé dans le district de Cochrane? Agriculture inexistante. Maintenant, développement de l'agriculture. Oui, c'est parce que l'État ontarien a mis l'agriculture, quand ils ont eu des problèmes avec les autos, ils ont dit, bon, dans quoi qu'on pourrait développer puis stabiliser l'économie? Et ils ont ciblé l'agriculture et le développement de la bande Barlow-Ojibwe, qui est l'argile lourde, qui compose l'Abitibi et le district de Cochrane jusqu'à Hearst. Eux autres, là, ils ont dit, on va développer la production bovine dans ce secteur-là, et c'est ce qu'ils font. Ils investissent avec les producteurs pour développer, et ça marche. Fait que, ce qu'on dit, c'est que comme tous les autres secteurs d'activité économique, que ce soit les alumineries, le multimédia, et nommez-en, là, les alumineries, là, ils ont besoin de quoi, eux autres, pour se développer et avoir un environnement d'affaires favorable? C'est des rabais d'électricité. Oui, c'est ça. Ils l'ont. Il faut leur aider. Multimédia, des rabais d'impôts sur la masse salariale. Ils l'ont. Et en agriculture, ça prend un soutien à la production, ça soutient des prix, le soutien par rapport à toute la question du climat. Et c'est ce que ça prend pour pouvoir se développer. Et nous, on dit que si on veut avoir un secteur d'activité économique qui est dynamique, qui contribue à l'habitation dynamique de notre MRC, de toute notre région, ça prend l'environnement d'affaires. Et moi, je veux travailler avec les gens du milieu, les gens de la région, nos représentants à Québec, pour faire avancer ces enjeux-là et contribuer positivement au dynamisme économique de ma région. Monsieur Vachon, merci infiniment. C'est clair, net et précis, comme on dit. Vous avez donné les vrais chiffres, les vraies raisons. Vous nous avez aussi bien donné le règlement qui est arrivé entre le gouvernement et les agriculteurs. Je vous en remercie beaucoup. Et puis, vous avez été aussi d'une franchise honorable. Et puis, vous n'avez pas eu peur de dire qu'il y avait une différence énorme entre deux ministres. Et puis, la preuve en est flagrante qu'il n'y avait pas de discussion et de solution. Et en 2 semaines, vous êtes arrivé à une discussion et à une solution en changeant de ministre. Monsieur Vachon, merci de votre honnêteté. Puis, bravo, vous avez tenu le fort, comme on dit. Et puis, vous en êtes arrivé à un règlement négocié. Puis, l'industrie touristique va bien se porter également et on souhaite que l'industrie agricole se porte aussi bien, M. Vachon. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et en passant, vous aurez toujours une place à cette émission. Ça va me faire plaisir de revenir. Et ça va me faire plaisir de vous réinviter également. Merci beaucoup, M. Vachon. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.